Je suis éminemment heureux de vous accueillir dans ce palais des Académies et tout particulièrement dans la galerie de marbre pour cet événement séance publique du Collégium, un collégium qui se met peu à peu en place et qui, dans un an, aura à peu près atteint sa maturité, c'est-à-dire son régime de croisière. Ils seront 40 à fonctionner, et un collégium qui a prévu un thème absolument extraordinaire. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être d'abord se plonger dans le noir, parce que tous ceux, et vous êtes tous des lecteurs de la Genèse, évidemment, Dieu créa le ciel et la terre était chaos, et puis vous connaissez la suite, lux fiat et lux fuit. Donc le chaos précède la lumière, et donc précède l'ordre. Je ne sais pas ici si le chaos précédera l'ordre ou l'ordre se nourrira du chaos. On le verra bien au fin fil de la journée, mais en tout cas, je suis très très heureux de vous voir tous. Je vous sens tous très impatients, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas c'est mon cas, intrigués, mais on va laisser la parole d'abord à Mireille Aloyek, qui est la directrice du Collégium, et puis Anne-Sophie nous présentera la performance, et puis c'est un moment très actif. On est ici, on redescendra à l'auditorium Albert II pour des conférences, bien assis, confortablement, puis on remontera ici pour un petit cocktail, et puis on redescendra pour le concert. Les voyages forment également la jeunesse. Voilà, je vous laisse, bonne soirée, et puis je cède la parole à Mireille, bien évidemment. Bonsoir, désolé, on n'a pas la même taille, mais j'imagine que vous m'entendez maintenant. Merci beaucoup pour votre présence ici ce soir, donc pour cette deuxième édition de la soirée Beyond Boundaries, Art, Science and Society. C'est la deuxième année qu'on organise ça, donc l'année passée c'était organisé à Flagey sur le thème de l'intelligence artificielle, et cette année c'est sur le thème de l'ordre et du chaos. Dans l'esprit du Collégium, nous allons aborder ces éléments de manière interdisciplinaire. J'aurais bien voulu dire dans la tradition du Collégium, mais bon, une deuxième fois, ça me semble un peu court. On attendra encore quelques années. Et donc, vous ferez, comme M. Vivier vous l'a dit, une petite expérience de monter et descendre les escaliers, mais aussi d'aborder différents éléments, comme une prestation artistique qui va être suivie de conférences scientifiques, une initiation à la polyrythmie, et enfin un concert pour clôturer la soirée. Avant de céder la parole à Anne-Sophie, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui ont participer à la préparation de cette soirée, notamment tous les membres du Collégium, mais en particulier Nathan Goldman, Florent Kinnick et Luca Tomini. Je voudrais également remercier tout le personnel de l'Académie qui participe dans les coulisses à la préparation de la soirée et à sa réussite, plus particulièrement M. Antoine Atou, qui lui suit de plus près le quotidien du Collégium. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me permets de prendre ici la parole au nom de mon collègue Florian Kinnick, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Alors pour cette première intervention de la soirée, relevant de la performance artistique, j'ai le grand plaisir d'introduire Claude Catelin, artiste né en 1972 à Kinshasa, qui vit et travaille principalement à Bruxelles. Sculpteur, vidéaste et performeur établi, Claude Catelin est également professeur à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, responsable de l'atelier de sculpture. Jouissant d'une renommée internationale, son œuvre a fait l'objet d'expositions dans des institutions de renom, parmi lesquelles le Palais de Tokyo, le Centre Pompidou, le Musée d'art moderne de Lille et les musées des beaux-arts de Calais, d'Arras et de Catalogne, parmi d'autres. Sa présence à la FIAC, Foire internationale d'art contemporain de Paris, témoigne également de sa reconnaissance sur le marché de l'art. Chez nous, à Bruxelles, peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'apprécier sa production artistique dans des lieux tels que la Maison d'art actuelle des Chartreux, à Canal Centre Pompidou, à la Médiatine ou encore à Beaux-Arts. Il importe également de souligner que son travail a été présenté par le philosophe et historien de l'art Georges Didier Huberman dans le cadre de l'exposition Soulèvement, présentée au Jeu de Paume à Paris en 2016-2017,
et par la suite dans de nombreuses institutions internationales, en Argentine, Brésil, Canada, Espagne et Mexique. Dans un instant, il nous présentera sa performance intitulée « Colonne empirique en ligne ». Par une mise en tension de son corps dans un lieu avec des matériaux, sans doute est-il question pour Claude Catelin de cerner nos limites et nos fragilités dans le monde qui nous entoure. Merci et je vous invite à prendre place aussi autour de la performance si vous le souhaitez. Bonsoir tout le monde, excusez-nous pour ces petits détails techniques, je pense que tout est en place et nous allons pouvoir commencer. Alors dans le rouge et le noir, Stendhal confronte deux couleurs, deux notions inhérentes à la condition humaine. Le noir, qui incarne l'ordre social, l'ordre religieux, la trajectoire parfaite d'une carrière ecclésiastique au XIXe, et le rouge de la passion, celle qui nous anime lorsque l'on aime, celle qui pousse aussi l'artiste et le chercheur à créer, inventer ou explorer, mais qui nous déstabilise et souvent engendre le désordre dans nos trajectoires de vie. Le rouge et le noir, soit l'ordre et le désordre dans nos vies. À l'heure où les médias et les réseaux sociaux nous imposent une vision simplifiée de la condition humaine, une vision en noir et blanc, il est intéressant de revenir à l'essence même de ces deux concepts antagonistes, l'ordre et le désordre, et d'en révéler toutes les nuances et subtilités. Après tout, l'ordre peut émerger du désordre. Le bureau chaotique d'un chercheur en physique théorique en est un exemple frappant. Par ailleurs, certaines structures ordonnées peuvent se révéler nocives. Un ordre parfait, où tout est totalement figé, rend la vie essentiellement impossible. Pour apprécier ces nuances, il nous faut en effet revenir à l'essentiel, même de ces concepts. Nous débuterons donc cette soirée par un exposé de Laetitia Cugliandolo, physicienne à la Sorbonne, qui nous présentera les notions de phase et de transition de phase, d'ordre et de désordre dans la nature, l'informatique et au-delà. Un sujet qui, comme nous le verrons, résonne parfaitement avec le prix Nobel de physique attribué la semaine passée. Laetitia Cugliandolo est spécialiste en physique statistique, experte des phases désordonnées comme les vers V-E-R-R-E, bien sûr. Chercheuse à la Sorbonne, Laetitia est également membre élu de la National Academy of Sciences. Elle est lauréate de nombreux prix, dont le prestigieux prix Onsager, qui fut annoncé il y a quelques jours seulement. Laetitia, nous te remercions infiniment pour ta participation à notre événement et la scène est à toi. Merci beaucoup, donc merci d'être là. Je vais donc vous donner quelques notions pour ceux qui ne sont pas des physiciens sur les transitions de phase dans les systèmes physiques et parler un tout petit peu, j'avais pensé de parler un tout petit peu d'informatique, mais en vue de ce qui s'est passé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, avec les prix Nobel récents, donc je vais plutôt parler des réseaux de neurones. Et à la fin, peut-être dire quelques mots sur comment ces transitions de phase apparaissent dans d'autres systèmes différents, qui ne sont pas des systèmes physiques ni des systèmes biologiques. Donc, on va commencer par définir la notion de phase avec un exemple qui est très simple, que vous connaissez certainement, que c'est le cas de l'eau. Donc, l'eau, bon, c'est un ensemble de molécules H2O, et on peut la voir dans notre vie quotidienne en 3 phases différentes, donc dans 3 états macroscopiques qui sont bien distincts. On peut avoir de la glace, si on la place à très basse température dans le frigo. On peut avoir de l'eau à boire, comme celle-ci. On peut avoir de la vapeur si on veut faire un mate, il y en a plusieurs Argentins que nous sommes ici, et la faire brûler.
Donc, les molécules sont toujours les mêmes. C'est toujours de l'H2O, donc il n'y a pas un changement chimique qui s'opère dans le système, mais il y a un changement physique, on dit, qui fait que le comportement macroscopique de ces mêmes matériels soit différent dans les trois phases différentes. Donc, j'ai dit le comportement macroscopique, on sait bien que l'eau coule, donc si j'ouvre la petite bouteille ici, si j'arrive à le faire, elle va couler dans le verre, ce qui sera utile pour la suite. Mais dans le cas de la glace, elle ne va pas couler, elle reste dans la forme, bon, par le fait si elle fusionne, mais elle va rester avec la forme qu'elle a au moment de la préparation. Donc la forme est figée dans un cas, elle ne l'est pas dans l'autre. Et le système est compressible ou il n'est pas compressible. Donc il y a plusieurs propriétés macroscopiques qui vont distinguer ces trois différentes phases de l'eau. Or, on peut aussi la regarder au microscope et les sketchs, les schémas qui sont montrés dans les slides les montrent. Donc, dans le cas de la glace, on a une structure cristalline. Donc, les molécules vont s'ordonner d'une façon très précise. Il y aura un réseau qui va se former et il y a cette structure régulière qui se reproduit dans l'espace. Tandis que dans les liquides ou les gaz, le système est désordonné. Donc, on dit désordonné parce qu'il n'y a pas une structure régulière au niveau microscopique qui représente les positions ou les orientations de ces molécules-là. Donc là, on a deux façons une façon de décrire les comportements ou les structures microscopiques de ces systèmes où on utilise les mots ordre et désordre. Donc, ordre, c'est le cristal, désordre, c'est la structure désordonnée, sans structure régulière des molécules qui constituent le système. Or, on a dit que je suis une physicienne théoricienne de la physique statistique. Donc, qu'est-ce que c'est la physique statistique? C'est une théorie qui s'est commencé à développer à la fin du 19e. Et ce qu'elle fait, cette théorie, c'est essayer de passer du microscopique au macroscopique. Donc, on ne va pas s'intéresser au comportement de la molécule unique, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ces changements de comportement macroscopique quand ce qu'on change, c'est simplement un paramètre externe, par exemple. Donc, quand je vous ai dit qu'on passait de la glace à l'eau liquide ou à la vapeur, on le faisait en changeant la température du frigo ou en changeant la température du four. Voilà, c'était la température externe qu'on contrôle comme expérimentateur ou comme personne normale et que va faire changer le système de phase. Donc, phase, élément associé à glace, liquide ou gaz, dans ces cas-là. Transition de phase, c'est le changement brusque qu'il s'opère quand on passe d'une phase à l'autre. Donc, quand on change la température et on passe par 0 degré, on sait qu'on va passer de la glace à l'eau liquide. Et que si on passe à 100 degrés, on va passer à la vapeur. Donc, il y a une valeur précise de ces paramètres de contrôle, on l'appelle comme ça, qui nous fait passer ou qui fait passer le système d'une phase à l'autre. Or, la physique statistique essaye de comprendre pourquoi il y a ce changement brusque et à une valeur très précise de paramètres de contrôle. Je vous donne l'exemple de l'eau, mais il y a aussi évidemment beaucoup d'autres exemples physiques. Tous les matériels vont avoir des transitions de phase si on change la température, par exemple. Et après, je vais vous donner des exemples d'informatique ou de biologie où aussi on observe des transitions de phase. Or, si je reste au niveau de la théorie, j'ai dit la physique statistique, on essaye de passer du comportement de la particule unique ou de la molécule unique au comportement global, au comportement collectif, on dit aussi. Et du point de vue des calculs, on utilise beaucoup la théorie de la probabilité, la statistique, donc voilà pourquoi ça s'appelle physique statistique, et les passages de 1 vers n objets, où n, on va les faire tendre à l'infini dans nos calculs, est central. Donc c'est très important, juste pour vous donner une idée du type de calcul mathématique qu'on fait. Donc, pendant longtemps, l'intérêt principal de la physique statistique a été l'application au système physique, à la compréhension des matériels de différents types. Et par exemple, aussi récemment, ça fait 10 ans, 8 ans en fait, il y a un prix Nobel qui a été
donné à la collaboration entre Kosterlitz-Thouless d'un côté et Haldane de l'autre, qui s'occupait de comprendre un certain type de transition de phase qui restait encore pas bien comprise aux années 70. Donc, leurs travaux datent des années 70-80 et donc ces prix Nobel-là a été donné en 2016. Mais c'était la physique. Or, une façon de comprendre, et c'est un schéma, mais c'est un schéma qu'on utilise beaucoup en calcul vrai et en physique aussi, c'est le suivant. Donc, je vous ai dit, concentrons-nous sur la transition entre l'eau liquide et la glace. Donc, je regarde seulement celle-là. À haute température, en dessus des 0 degrés, on a l'eau liquide. 30 degrés, par exemple, qu'il fait maintenant dans cette salle. Et donc, on représente l'état de la matière comme le... Voyons si je peux pointer. Non, bon. Je pointe ici. Comme les minimums de ces potentiels. Donc, il y a simplement une courbe. Bon, imaginez, il y a une courbe qu'il y a un point minimal qui se trouve à 0. Et donc, on dit, bon, ce 0 correspond au liquide. Et on va dire que les états de la matière correspondent au point le plus profond, aux vallées les plus profondes de ce type de paysage que je vais décrire par la suite. Mais dans le cas du liquide, on a le paysage à gauche, il y a un seul point minimal, c'est vallée située à valeur 0 de l'axe horizontal, et c'est ça le liquide. Or, on a une façon mathématique de pouvoir suivre l'évolution de cette courbe, de ce paysage, avec les paramètres de contrôle, la température dans ces cas-là, et au point critique, ce qu'il va se passer au moment 0 de température, où on va avoir la possibilité d'aller vers la glace, ce paysage va développer ou va se trouver avec deux valeurs minimales situées à la même hauteur. Donc, simplement, imaginez un paysage de montagnes, il y a deux vallées, elles sont à la même hauteur, il y a une montagne entre les deux, et une vallée correspond au liquide et l'autre correspond à la glace. Et puis, quand on continue à descendre en dessous des 0 degrés, ce qui se passe, c'est que la glace devient plus profonde. L'autre vallée reste encore là. C'est comme si c'était une vallée à la montagne qui est un peu plus haute. Par exemple, vous êtes à Chamonix, c'est très bas, mais il y a une vallée un peu plus haute et les liquides et la vallée qui était plus haute, tandis que la glace est celle qui est plus profonde. Donc, cette image, avec des sketchs que je vous donne, c'est à la base de ce que Lev Landau a fait pour décrire les transitions de phase au moment où il était en Union soviétique et aux années 30 à peu près. Et ensuite, il a eu le prix Nobel pour une application de ce type d'approche à un certain type de transition de phase en 62. Donc, je vais utiliser cette image un tout petit peu plus tard pour vous dire comment ça se passe dans le cerveau. Une image, une description théorique, mais pas complètement folle, et dans les applications d'informatique qui sont vraiment très utiles à ce moment-là. Donc, j'insiste sur le fait donc que quand je passe à température un peu plus basse de 0, il y a une vallée qui reste là, dans mon paysage, qui est un peu plus élevée de celle meilleure, qui correspond à la glace, mais elle est toujours là. Donc, en vérité, dans de l'eau, on peut surfondre, on dit, les liquides. Donc, on peut aller un tout petit peu au-delà, en dessous des 0 et encore avoir un liquide. Il n'est pas stable, ce liquide. Une petite perturbation va faire que on passe vers la glace, qui est l'état vraiment stable à cette température-là, où le système veut vraiment y aller. Mais, pendant un certain temps, dans la physique, dans les systèmes réels, on peut garder ces liquides surfondus dans cet état métastable. Et cela va aussi jouer un rôle dans les cas des descriptions de cerveau et des descriptions d'intelligence artificielle. Donc, voilà mon petite introduction aux transitions de phase et aux phases dans la physique. Maintenant, comment on voit, comment on met ça en rapport avec la science neuronale et l'informatique. Et pourquoi il y a des physiciens qui ont eu le prix Nobel et pourquoi il y a des informaticiens qui ont eu le prix Nobel de physique il y a deux semaines. Donc, les neurones, c'est un objet compliqué. Okay? C'est un objet qu'il y a un noyau, il y a les dendrites, qui sont comme des branches d'arbres qui sortent d'elles. Il y a une branche très spéciale qui s'appelle l'axone, qui c'est celle qui va se connecter à d'autres neurones à travers le dendrite de l'autre neurone. Bon, ça c'est très compliqué. Si on veut décrire tout ça, évidemment, on n'aime pas. Comme physicien, on n'aime pas regarder des choses compliquées, on veut simplifier. Et ce qu'on fait normalement, c'est ce qu'on appelle parfois les modèles de la vache ronde, de la vache sphérique. Donc on essaie de simplifier au maximum. Et
écrire pour cette simplification majeure un modèle mathématique qu'après on peut étudier analytiquement, numériquement, avec nos méthodes à nous. Donc, évidemment, on sait que les neurones, c'est des objets compliqués, que le cerveau a des modules avec des neurones qui sont très connectés, etc., etc., depuis les travaux de Ramón y Cajal, qui a aussi eu le prix Nobel en physiologie et en médecine. Mais ce qu'on va faire, comme j'ai dit, comme physicien, c'est d'essayer de simplifier. Donc, on va simplifier et on va dire qu'à la place de tout cet objet compliqué, on a un point. Ça, c'est le neurone. Les neurones, c'est un point. Et puis, la connexion à travers l'axone, c'est une ligne et il y a une flèche. Donc, il y a une direction. Parce que on sait que les connexions neuronales se passent de façon telle qu'il y a un neurone qui envoie une information à l'autre, l'autre la reçoit, il va l'envoyer encore à un autre, et ainsi de suite. Donc, il y a une direction de communication entre neurones et qui existe dans la vérité dans notre cerveau. Or, maintenant, les neurones peuvent être actifs ou inactifs. Donc, je veux dire que le neurone est actif, c'est-à-dire qu'elle essaye de donner une information à son voisin, à son voisin. Et si le neurone est rouge, et je vais lui donner une valeur 1. Okay? Et tandis que si le neurone est inactif, celui à gauche, celui présynaptique, avant de connecter avec les voisins, je le mets en noir, c'est assez noir, c'est noir, et je lui donne une valeur 0. Okay? Or maintenant, il y a une connexion. Donc, la connexion se passe de façon compliquée, mais on va le simplifier. Donc, on va dire qu'il y a un poids, W, qui va mesurer combien sont connectés ces deux neurones, disons-le comme ça. Et le neurone, après synapse, va recevoir un message qui va être pondéré par ce poids W. Okay? Donc, c'est ce que j'essaye de schématiser ici avec ce H. Donc, H, c'est ce que le neurone récepteur va recevoir du neurone actif rouge, pondéré par les produits de A fois W. Si A est égal à 1, ok, c'est juste W. Et dans les cas en bas, comme le neurone de départ n'était pas actif, bon, il ne reçoit rien, il reçoit 0. Okay? Il se trouve, on sait que les synapses peuvent être inhibitoires ou excitatoires, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner un poids positif à ce qu'on essaye d'envoyer, ou bien, non, essayer de les freiner, disons, et donner un point négatif ou faire diminuer la valeur. Donc ça, c'est pour dire, on peut encore simplifier tout ça et dire oméga peut être 1 ou moins 1. Or maintenant, les neurones sont très connectés entre eux. Donc il y a un graphe, et ces graphes-là, bon, je les représente ici, j'ai pris cette image d'Internet, c'est un graphe où il y a beaucoup de liens, beaucoup de synapses qui partent de chaque node, de chaque point qui représente les neurones. Okay? Donc c'est un truc aussi super compliqué. Et donc chaque neurone va recevoir des messages de beaucoup de voisins. Encore, je fais un petit exemple ici. Il y a le neurone récepteur qui reçoit des messages de 3 et imaginons que 2 sont actifs, 1 n'est pas actif. Il y a les poids des interactions des synapses de chacun des neurones de départ avec celle qu'elle reçoit. Donc, à la fin, le neurone va recevoir une somme des messages des neurones qui sont connectés aux neurones récepteurs et pondérés par les poids. Okay, donc ça, c'est ce qui est représenté ici à l'intérieur du parenthèse. Et après, typiquement, ce que les neurones vont faire, c'est qu'ils vont appliquer une fonction, ils vont faire quelque chose avec toute cette combinaison de messages qu'elles reçoivent, et ils vont décider, selon la valeur de cette fonction, si elles-mêmes, elles vont émettre ou pas. Okay? Donc, c'est très compliqué, vous voyez, il y a un graphe très connecté, tout le monde envoie des messages à ses voisins vont décider s'ils vont envoyer des messages à ses voisins ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un réseau dynamique, tout ça est en train de changer tout le temps, très connecté et complexe. Or, maintenant, on a cela comme image très simplifiée de notre cerveau. Est-ce que où est la mémoire? Donc, on sait qu'on se rappelle des choses, non? Que si on apprend quelque chose, après, on peut les reproduire. Donc, on sait que ça, c'est un verre. Et si on voit un verre, on dit c'est un verre. Donc, où c'est l'information sur les choses qu'on a appris? Hebb, aux années 50 à peu près, a proposé qu'en fait, la mémoire était dans les connexions, était dans les poids
W que je viens de définir et était dans la forme de ces graphes-là, qui est connecté avec qui et comment. Donc c'était la proposition de Hebb. Et après, Hopfield, qui vient d'avoir son prix Nobel, ce qu'il a proposé, c'est qu'il a mis tout cela ensemble et il a créé un modèle mathématique qui s'appelle le modèle de Hopfield, qui a été énormément étudié depuis les années 80, qui justement dit, bon, mon graphe était très compliqué. Auparavant, il y avait des neurones qui étaient connectés à d'autres. Ah, on ne voit pas les lignes là. Ok, bon. Je les vois ici. Il y a beaucoup de lignes que vous ne voyez pas. Je n'avais pas remarqué. Donc, il y a beaucoup de connexions. Et donc, ce que Hopfield va dire, c'est tout le monde est connecté à tout le monde. Ok? Et ça, d'un point de vue analytique, ça simplifie beaucoup les choses. Donc, chaque neurone est connecté à tous les autres neurones. Il y a le poids des connexions qui peut être inhibiteur ou excitateur, comme j'ai dit. Il y a l'activité des neurones, qui pour faire la connexion avec la physique est plus facile de dire que c'est 1 moins 1 que de dire c'est 1 0. Et en plus de ça, supposition majeure incorrecte, mais qui nous aide à aller vers l'avant et comprendre mieux des choses, c'est on va faire la supposition que les interactions sont symétriques. Donc, les synapses vont dans les deux directions. Donc, je t'envoie un message, tu m'envoies un message à moi, et le poids, c'est le même. Okay? Donc, tout cela permet de mapper, on dit, de mettre en connexion ces modèles de réseau de neurones qu'on va construire avec un modèle de système magnétique, avec un aimant. Grosso modo, un aimant. Et les aimants, on sait les traiter de façon analytique en physique. Et donc, c'est ça ce que Hopfield a fait. Et typiquement, les aimants, ce qui se passe, c'est que quand ils passent en dessous d'une certaine température critique, ils s'aimantent, non? Ils prennent une aimantation. Et l'aimantation peut aller dans deux directions. Dans les aimants normaux, et il y a deux possibles directions, deux seulement. Tandis que lui, il va construire les oméga de façon telle à ce qu'il y ait beaucoup d'états d'équilibre équivalents pour beaucoup d'états comme la glace, par exemple, mais beaucoup de glaces différentes pour ces modèles-là. Et chacune de ces glaces-là est une mémoire. Et quelque chose que le système a appris et qu'après il peut reconnaître si on lui montre quelque chose qui ressemble. Donc si on me montre quelque chose qui ressemble à un verre, bon, c'est un verre. C'est pas nécessaire qu'il soit exactement le même verre, non? Si on me montre un verre de vin, bon, je dis c'est un verre. Donc les réseaux de Hopfield, c'est ça ce qu'il va faire. Donc il va classifier des choses comme étant les vallées d'un paysage. Mais différemment de ce que je vous ai dit pour l'eau, qu'il y en avait une seule ou deux peut-être, il va y avoir une énorme quantité. Et cela peut se construire en choisissant les oméga d'une façon intelligente. Donc ça, c'est le modèle de Hopfield. Or, sans rentrer dans les détails mathématiques, après, si vous voulez, je vous l'explique, mais c'est pas le but à ce niveau-là. Or, maintenant, je vous avais montré un paysage de Landau avec une vallée ou deux vallées. Hopfield, c'est qu'il construit un paysage très compliqué, avec beaucoup de vallées, beaucoup de plateaux, beaucoup de montagnes. Et les processus de reconnaissance d'une mémoire, de quelque chose que le système a appris, correspondent à, comme j'ai dit, montrer quelque chose qui n'est pas nécessairement identique à ce que vous voulez reconnaître, mais le système est capable de bouger, de se déplacer dans ces paysages et aller à la vallée qui correspond à ce que vous voulez reconnaître. Donc, par exemple, ça c'est l'image présentée par le comité Nobel quand ils ont annoncé les prix. Et l'exemple qu'ils prennent, c'est bon, une lettre J, un peu bruteuse, comme elle est là-bas. Donc, bon, on peut à peu près voir que c'est peut-être un J. Mais ça, c'est la condition initiale, c'est ce qu'on donne au réseau. Et après, le réseau va évoluer dans ces paysages et il va tomber à cette vallée-là, à l'intérieur de cette vallée-là, et ça, c'est les J. Donc, il va dire, si, c'était un J, ce que vous m'avez montré. Voilà, donc les réseaux de Hopfield réussissent à faire cela, réussissent à stocker des mémoires, des choses en mémoire, et ensuite de les reconnaître. Les J, voilà, l'exemple, je vais l'appeler l'ordre, parce que c'est la chose que vous avez appris, ou que le système a appris, et ça correspond à la vallée la plus profonde. Il y en a beaucoup, mais aux vallées les plus profondes, et il peut y avoir un malfonctionnement du réseau, je vais vous le dire un peu plus tard, où
parce que vous commencez de quelque chose qui ne se ressemble pas du tout au J, vous allez tomber sur alpha, une lettre grecque, par exemple. Donc, il y a des petits problèmes à ce réseau qui correspondent aux états métastables, comme au liquide surfondu, dans le cas de l'exemple de l'eau que je vous ai donné auparavant, quand à la température, vous deviez trouver la glace, mais parce que, à cause de la préparation, vous tombez sur les liquides surfondus. Donc, les modèles de Hopfield ont un certain nombre de propriétés. Les synapses, qui est le poids, doivent être donnés a priori. Il ne les apprend pas, vous les donnez, et après, le réseau reconnaît. Il y a ce qu'on appelle une capacité critique. Donc, il y a un nombre limite de choses que le réseau peut apprendre. Et ce nombre limite a été calculé avec encore des méthodes de physique statistique qui avaient été développées par Parisi pour traiter les systèmes désordonnés et qui lui ont valu à lui le prix Nobel 2021, et ça fait 3 ans, pour le développement de cette méthode-là. Ces méthodes physiques, donc, de physique théorique, ont été appliquées par Amit Gutfront et Sompolinski, un peu après la proposition de Hopfield, pour trouver cette capacité limite. On ne peut pas stocker plus de mémoire que un facteur du nombre de neurones que vous avez dans ce type de réseau de Hopfield. Après, il y a eu d'autres modifications, bien sûr, évidemment, qui ont permis d'aller au-delà. Mais bon, pour se concentrer sur Hopfield, c'est ça, il y a une valeur critique qui est proportionnelle au nombre de neurones. Or, qu'est-ce qu'il a fait l'autre récipient du prix Nobel, Hinton? Il a pris ça très au sérieux et il faut dire qu'à l'époque, aux années 80, il y avait beaucoup d'enthousiasme sur le réseau de Hopfield et variations. Après, aux années 90, on a vu qu'il y avait beaucoup de limitations à l'application, à les faire fonctionner vraiment, en particulier pour la reconnaissance des lettres. À l'époque, les gens essayaient de l'utiliser pour reconnaître les lettres de la poste, en fait, pour l'utiliser à la poste pour essayer de classifier les enveloppes avec les adresses, etc., etc. Mais tout le monde écrit les lettres d'une façon un peu différente. Et donc, ça marchait pas très bien, c'était pas efficace. Donc, il y a eu un moment où les réseaux des neurones ont tombé un peu dans l'oubli. Il y a des gens qui sont restés, Hinton, mais il y a beaucoup d'autres qui sont partis parce qu'on voyait pas trop, voilà, l'efficacité et l'applicabilité de ce type d'idées. Mis à part, évidemment, la beauté théorique. Hinton est resté et il a fait énormément de progrès dans les domaines. Donc, par exemple, une des choses qu'il a fait, c'est la dynamique du réseau de Hopfield était juste aller et descendre la pente de la montagne. Donc, vous commencez du Mont Blanc, disons, et pour aller à Chamonix, vous juste descendez, vous jamais remontez. Ça, c'est la dynamique de Hopfield. Ce que Hinton a fait est faire l'équivalent de dire, bon, j'ai mon liquide surfondu dans le cas de l'eau, mais je sais que si j'ai une petite perturbation, je vais pouvoir aller vers la glace. Donc, ce que Hinton a fait, c'est donner des algorithmes, donner des idées de comment faire cela d'un point de vue pratique dans le paysage de Hopfield. Donc, surmonter des montagnes et aller vers la vallée plus basse plus rapidement, de façon plus efficace. Et parfois, ne pas rester coincé dans une vallée qui est trop haute et qui n'est pas celle qu'on veut vraiment, où on veut vraiment arriver. Donc ça, c'est une des choses que Hinton a fait. Mais surtout, l'application plus importante ou le développement plus important, c'est ce qu'il a fait pour une autre architecture des réseaux de neurones. Donc les idées sont exactement les mêmes ou très similaires à ce que je vous ai dit pour Hopfield, où tous les neurones sont connectés à tout le monde. Il y a une autre architecture, une autre façon d'organiser les neurones et les connexions entre elles qui est plus pratique pour mettre en application et que c'est le type de réseaux qui sont utilisés énormément maintenant en intelligence artificielle. Donc, les idées sont les mêmes. Et il y a les neurones d'une colonne qui envoie des messages aux neurones de la colonne suivante, qui envoie des messages à la suivante, ainsi de suite. Ces messages sont pondérés par des poids. Il y a une fonction qui décide comment je vais envoyer mon message à la colonne suivante. Et ce type de réseaux, c'est les réseaux qui sont utilisés pour classifier des choses de la façon très efficace que vous connaissez maintenant. Donc, par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, c'est on montre un chat, on doit reconnaître qu'il y a un chat à la fin. Donc, on montre une image, on va classifier des images des chats et des chiens, on montre un chien, on entraîne ce réseau, je vais dire comment, et ensuite, on le fait marcher avec des choses qu'on n'a pas utilisées comme entraînement. Donc, les algorithmes pour entraîner ces réseaux, donc, on ne donne pas les poids, on ne les fixe pas comme Hopfield faisait, mais on va laisser les réseaux
s'organiser lui-même, donc décider des poids sur la base d'exemples qu'on va lui donner. Et ensuite, on va les faire fonctionner sur des choses qu'il n'a pas encore vues, donc sur des situations nouvelles. Donc Hinton, avec des collaborateurs, a écrit les algorithmes les plus efficaces pour faire cet entraînement des raisons. Et donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est, comme j'ai dit, on utilise les big data, donc on utilise le fait qu'il y a énormément de data pour énormément de choses maintenant, et on utilise des ordinateur pour entraîner ce réseau. Donc, on présente des milliers d'images de chats et on regarde la sortie. Si le réseau nous donne un chat, on dit bien, tu as réussi. Si on nous donne une girafe, on dit non, c'est une erreur. Et on change un peu les poids avec une procédure que Hinton a déterminée. Et donc, voilà, on fait ça énormément de fois. Et une fois qu'on est content, que notre réseau marche assez bien avec les exemples qu'on connaît, on commence à le faire fonctionner avec des choses qu'on ne connaît pas encore. Et cette méthode d'apprentissage, on peut encore le comprendre en termes de paysage. Maintenant, c'est des paysages où, sur l'axe horizontal, il y a les poids, il y a les oméga, il y a toutes ces connexions, les valeurs de ces connexions, des synapses. Okay? Et sur la verticale, on met une fonction erreur. Donc, quand on entraîne, on calcule une erreur. Si le réseau a réussi à faire ce qu'on voulait, l'erreur est 0, on est content, et on change rien par rapport à la valeur de poids qu'on a. Si le réseau fait une erreur, on sait qu'il y a un problème, on calcule l'erreur, et selon ces calculs d'erreur, on va essayer de descendre dans ces paysages pour aller trouver le minimum. Donc le minimum correspond à la configuration, au choix de poids qui rend minimal l'erreur, si possible 0. Okay. Peut-être pas 0, il y a toujours une incertitude, mais qui rend minimal l'erreur. Et c'est comme ça qu'on fixe donc, avec cet entraînement très lourd en termes de calcul numérique, mais qu'on peut faire maintenant parce que les ordinateurs sont énormes. Et donc on a une énorme puissance de calcul qu'il n'y avait pas aux années 90. Donc ça c'est la grosse révolution, si vous voulez, de l'artificial intelligence, c'est le fait que maintenant on peut faire l'entraînement de ces réseaux de façon, on peut le faire. Je ne sais pas si je dois dire efficace. C'est assez brute force. C'est preuve, erreur, preuve, erreur. C'est très brute force. Mais ça marche. Or, l'autre mot clé, et je change un petit peu de sujet ici, je reviens au réseau du type Hopfield. L'autre mot clé de cette présentation, de cette discussion, c'est le chaos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble au chaos dans le réseau de neurones? Et la réponse est oui, et certainement l'exposé suivant va développer cette idée beaucoup plus en détail que moi, mais je vais juste vous dire que si maintenant on prend un réseau de Hopfield et on prend au sérieux le fait que les connexions ne sont pas symétriques, donc les synapses ne sont pas égales dans un sens et dans l'autre, et qu'on évolue, on fait l'évolution temporelle des valeurs des activités des neurones, donc on fait un petit algorithme, on le fait aller, on fixe les poids et on le fait aller, voilà. Il y a des choix de paramètres, il y a des situations dans lesquelles le réseau va se comporter d'une façon chaotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, c'est très irrégulier. Grosso modo, l'activité de chaque neurone est hyper irrégulière. Et si, par exemple, on trace la valeur de l'activité, je le mets à droite, dans ces modèles-là, ils ont choisi de la faire varier entre -1 et 1, ce qu'on appelle le potentiel action, peu importe, mais l'activité, c'est la deuxième courbe, l'ensemble des deuxièmes courbes à droite. Bon, cette activité, vous voyez, elle va un haut en bas, un haut en bas, il n'y a aucune régularité. Et on peut encore faire des calculs plus précis pour caractériser cette irrégularité de façon quantitative. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a du chaos dans les réseaux de neurones et ça a été étudié, et ça a commencé aux années 80 aussi, à la fin des 80, l'étude. Et ça a été aussi dit, proposé, que peut-être ça relié à quelques malfonctionnements, quelques maladies, quelques problèmes psychologiques, psychiatriques, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça a été discuté dans la littérature et certainement la littérature est énorme de ce point de vue.
Ok, donc dernière chose, j'ai fini. J'ai mis ces slides de conclusion, donc c'est ordre, transition et chaos, quelques mots, c'est juste je vous et illustrer ces mots-clés dans le contexte des systèmes physiques, dans le contexte des systèmes magnétiques. Bon, c'est l'image à gauche. Et les réseaux neuronaux qui sont censés être réels, enfin, ce qui correspondrait au cerveau, comme Hopfield, ou les architectures un peu artificielles qu'on utilise en Artificial Intelligence. Ceci dit, il y a des parties. La rétine, apparemment, est organisée plutôt comme un Artificial Intelligence et pas comme un Hopfield. Donc, il y a différents modules dans notre cerveau qui ont des structures différentes, des graphes différents. C'est pas complètement juste artificiel, les structures ce qu'on appelle réseaux en multicouches. Dernière chose, les applications de l'intelligence artificielle sont énormes et aussi en chimie. Donc, l'autre prix Nobel en chimie cette année a été donné à 3 chercheurs qui ont grosso modo résolu le problème du protein folding. Donc, le folding, je sais pas comment dire en français, comment dire en français folding? Le repliement des protéines. Et donc, les protéines peuvent avoir beaucoup de structures différentes et on n'arrivait pas à toutes les trouver, hein, avec des méthodes qu'on avait à l'époque. Enfin, à l'époque, ça veut dire jusqu'il y a 5 ans à peu près. Et avec des méthodes d'artificial intelligence, on peut faire une cartographie gigantesque de toutes les possibles configurations des protéines. Et il y en a qu'on ne connaissait pas. Et évidemment, bon, tout ça ouvre des possibilités d'études énormes, des applications en biologie, en médecine, etc. Donc, l'au-delà, ça serait des problèmes, par exemple, d'économie. Les modèles de ce genre-là sont utilisés comme des petits modèles de marché. Par exemple, il y a des gens qui font ça, des modèles de sociologie où à la place des neurones ou à la place des molécules, on a des gens qui interagissent de quelque façon et on essaie de comprendre les phénomènes collectifs et on peut y avoir des transitions, bien sûr, où il y a des situations stables ou des situations très stables. Dans les marchés, on les connaît. Et donc, tous ces types de modélisations qui ont été développés en principe pour la physique, ouvre des applications très vastes et c'est pour ça que les physiciens et statisticiens, bon, on est un peu partout. C'est un peu la discipline ou la branche de la physique qui a peut-être plus d'interdisciplinarité. Merci. Voilà, merci beaucoup Laetitia pour ce très bel exposé d'introduction à ces concepts. Nous quittons maintenant la physique et l'informatique pour aborder le thème de l'ordre et du chaos dans des domaines qui touchent peut-être encore plus directement notre société, à savoir la médecine, l'art et la musique. Une discussion sur l'ordre social était prévue, mais elle fut malheureusement annulée ce matin. Nous quittons donc la physique, certes, mais seulement partiellement, puisque le prochain orateur, Vincent Wentz, est physicien, chercheur au laboratoire de neuroimagerie et neuroanatomie translationnelle à l'hôpital Erasme et professeur de physique à la faculté de médecine de l'ULB. Vincent développe des méthodes physiques, mathématiques et statistiques qu'il applique à des modèles biophysiques en vue d'étudier le fonctionnement cérébral physiologique. Ces méthodes sont notamment utilisées dans l'analyse de pathologies cérébrales comme l'épilepsie, la sclérose en plaques et la maladie d'Alzheimer. Vincent nous parlera aujourd'hui de l'un de ses sujets de prédilection, le désordre neuronal et les oscillations cérébrales, ou, c'est ici ma propre interprétation de ce titre, comment le désordre au niveau microscopique, donc au niveau des neurones, peut engendrer des structures ordonnées au niveau macroscopique, au niveau du cerveau. Vincent, la scène est à toi. Voyons. Alors, donc bonjour à tous, merci Nathan pour cette introduction et pour m'avoir invité ici, merci à tous d'être là. Donc je vais continuer de vous parler d'ordre des désordres, mais cette fois, effectivement, dans le cerveau. Alors j'apprends. Ça, c'était la vraie slide d'introduction. Alors, il y a un GIF, ça fait très années 90, mais on a parlé beaucoup d'années 90 juste avant, donc c'est pas mal.
Alors, dans la première partie de cet exposé, je vais vous montrer quelques données expérimentales qui, j'espère, vont vous convaincre que votre cerveau oscille entre des périodes d'ordre et des périodes de désordre ou de chaos. Et cet ordre, en fait, se manifeste sous la forme d'oscillation cérébrale. C'est en tout cas une forme d'ordre dans le cerveau. Alors, votre cerveau, effectivement, oscille. C'est en fait une des premières observations expérimentales qui a été faite à l'époque, quand on a développé ce qu'on appelle l'électroencéphalographie, ou EEG, qui est cette méthode où on place des électrodes sur la tête pour mesurer l'activité électrique du cerveau. Alors, ça a été fait il y a un siècle, je crois exactement un siècle en fait, cette année. Et vous avez une photo de l'époque, à droite, avec un médecin de l'époque, avec un costume d'époque, une moustache d'époque, et même des électrodes d'époque. Et vous voyez ici en haut, est-ce qu'il y a un pointeur ou pas? Non, ah non, il y a une souris. Et vous voyez ici en haut, en fait, un enregistrement, vous voyez pas du tout. En haut, le signal en haut est en fait un enregistrement de l'activité cérébrale de la partie postérieure de ce médecin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, le médecin a les yeux fermés, et vous pouvez voir au tout début, sous la barre ici, une jolie oscillation qui apparaît. Ça se voit à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle le rythme alpha, parce que c'est le premier rythme cérébral qui a jamais été observé. Si vous comptez le nombre de cycles par seconde, c'est environ 10 cycles par seconde, 10 Hertz. Et puis le médecin ouvre les yeux, il a une stimulation visuelle dans son cerveau, et ce qui se passe, c'est que cette oscillation disparaît, le signal devient plus plat, et il devient en fait plus désordonné. Mais on va voir, on voit pas tout à fait le désordre, mais on va le voir juste après. Alors l'électroencéphalographie, oh super. Le rouge est là. Ok, parfait, merci. Alpha, parfait. Alors donc un EEG, c'est le genre de choses qu'on a maintenant relativement systématiquement dans les laboratoires de neuroimagerie. Comme Nathan l'a dit, je travaille dans un laboratoire de neuroimagerie à l'ULB et à l'hôpital Erasme. Et on a un EEG, donc j'ai pas résisté à l'envie de vous reproduire cette expérience. Alors pas en direct, parce que j'ai pas envie d'apporter mon EEG très très cher, mais je me suis filmé. Alors, on voit plus ou moins, c'est pas grave. Donc vous voyez ici ça, c'est moi, avec un EEG moderne, pas avec des électrodes d'époque, mais des électrodes relativement plates. C'est un EEG haute densité, mais je vais montrer ici que le signal associé à la partie postérieure de mon cerveau. Alors je lance la vidéo si j'y arrive. Toujours stressant, ça marche. Alors vous voyez le signal au départ qui est relativement chaotique, c'est un peu le bazar de mon cortex occipital postérieur. Je vais fermer les yeux, attention. Je ferme les yeux, regardez ces jolies oscillations qui apparaissent. C'est du rythme alpha. Ça se voit, il y a juste un postdoc qui est venu me coller ses électrodes pendant 5 minutes. Et c'est tout ce qui suffit pour faire cette expérience il y a environ un siècle. J'ouvre bien les yeux de nouveau et je vais refermer les yeux à un moment donné pour ceux qui ont raté la chose. Je ne sais plus quand. Bientôt. Je ferme les yeux, hop, ça revient. C'est assez systématique et reproductible et ça marche chez tout le monde. Alors si vous calculez le nombre de cycles qu'il y a par seconde, chez moi c'est environ 9. C'était environ à 9 Hertz. Donc j'ai le rythme alpha un peu lent parce que en général c'est plutôt 10 Hertz en moyenne en tout cas. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors dans mon laboratoire on a un EEG, mais la star technique de mon laboratoire, c'est ce qu'on appelle, du laboratoire où je travaille, c'est ce qu'on appelle la magnétoencéphalographie. C'est le même concept, on étudie l'activité du cerveau, mais avec le champ magnétique que le cerveau génère, que les neurones génèrent. Donc vous avez une petite image, deux types de méthodes de magnétoencéphalographie qu'on a. Alors la MEG c'est vachement mieux, MEG, magnétoencéphalographie, mais on voit pas ce rythme alpha aussi facilement, il faut triturer un peu le signal, il faut l'analyser. Et donc je vous ai pris des données MEG de mon cerveau de nouveau, très égocentrique ce soir, et je vous ai fait une analyse qu'on appelle une analyse de spectrogramme, une sorte de graphe qui vous montre la quantité de fréquence qu'il y a dans le signal. Je simplifie. C'est cette courbe en bleu ici qu'il faut regarder. Et alors vous allez me demander où est ce rythme alpha. Eh bien ce rythme alpha se trouve dans ce gros pic qui est ici, et qui chez moi pique effectivement à 9.4 Hz, en tout cas à ce moment-là. Et donc ça c'est le marqueur de cette oscillation, c'est pas du tout subtil. Vous pouvez me demander où se trouve le désordre, cette partie désordonnée dans le signal. Et en fait, il se voit dans ce spectre. Et en fait, c'est cette partie montante à très très basse fréquence qui en fait est typique des signaux aléatoires. Alors pour quelques applications, ce rythme alpha a des composantes cognitives. Une chose qui a été démontrée, pas seulement dans notre laboratoire, mais de nouveau de façon égocentrique, je vous montre des graphes qui viennent de notre laboratoire. Il a été démontré que la fréquence de ce pic alpha est reliée à la capacité d'encoder des nouvelles mémoires. En fait, en plus votre rythme alpha est lent, au moins vous êtes capable d'encoder des nouvelles mémoires.
Et ceux qui me connaissent savent que globalement, je retiens relativement mal les nouvelles choses. Peut-être que c'est représentatif. Alors, c'est aussi intéressant parce que le rythme alpha, et en particulier cette fréquence, pourrait être utilisé comme un biomarqueur pour certaines maladies où la mémoire sera affectée, telles que la fameuse maladie d'Alzheimer. Et en fait, à l'hôpital Erasme, là maintenant, on a un gros projet pour trouver des nouveaux biomarqueurs sur la maladie d'Alzheimer. Et ce rythme alpha, en tout cas cette fréquence de rythme alpha, en fait partie. Maintenant, si on veut comprendre cette relation entre des pathologies comme la maladie d'Alzheimer et quelque chose comme ce rythme alpha, déjà, en tant que bon physicien, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce rythme alpha. Quels sont les mécanismes neuronaux qui génèrent ces oscillations cérébrales? Et là, on touche déjà, en fait, c'est assez étonnant, à la frontière de la recherche actuelle. Il n'y a pas au jour d'aujourd'hui des théories complètement générales qui vous décrivent qu'est-ce que c'est que ce rythme alpha. Il y a des théories particulières sur des rythmes alpha particuliers, mais pas de façon générale. Alors si j'avais 1h30, je vous parlerais de ça, parce que c'est mon sujet de recherche un petit peu de prédilection là maintenant, mais on va peut-être pas faire ça maintenant. Donc à la place, j'ai choisi de vous parler de choses qui sont relativement bien établies, et je ne vais pas vous parler du rythme alpha, je vais vous parler d'un autre rythme qu'on appelle le rythme gamma. Pourquoi gamma? Je pense parce que c'est probablement le 3e rythme qui a été trouvé, il y a eu bêta entre-temps. Et le rythme gamma est un rythme qu'on voit surtout très bien quand on va à l'intérieur du cerveau. Et ça peut être fait avec une technologie qu'on appelle l'EEG intracrânien. Donc l'idée simplement, c'est au lieu de mettre des électrodes sur la tête des gens, le mettre dans le cerveau des gens, ce qui est dégueulasse, donc je vous mets globalement un dessin plutôt qu'une vraie photo, mais les médecins font ça chez les patients chez qui c'est nécessaire. Et vous avez ici une expérience qui vient pas de chez nous par contre, parce que j'en ai pas vraiment, de stimulation visuelle. Donc c'est une expérience où on place des électrodes intracrâniennes de nouveau dans la partie postérieure du cerveau. Et pour l'instant, le sujet reste les yeux ouverts, il n'y a pas de stimulation spécifique, et vous avez une première partie du signal qui est complètement désordonnée et aléatoire. Et puis on envoie un flash lumineux, c'est une stimulation visuelle qui va aller activer la partie postérieure dans certains sens du cerveau, et apparaissent alors ces oscillations qui sont de plus haute fréquence, c'est plus 10 Hz, c'est plutôt du 60-70 Hz, ça dépend très très fort du type de rythme gamma, parce qu'il y en a plusieurs, mais ça c'est ce rythme gamma. Alors ce rythme gamma, je vais vous expliquer dans un instant comment est-ce qu'il émerge, mais avant tout, je peux peut-être dire que le rythme gamma, on pense que c'est en fait une sorte de rythme fondamental, puisqu'il est probablement nécessaire pour comprendre les autres rythmes tels que le rythme alpha. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle. Et voici, on sort d'une expérience où on voit un flash lumineux chez un sujet. Et vous voyez ici que en rouge, il y a du rythme gamma qui apparaît après le flash lumineux, mais en même temps, vous avez en bleu du rythme alpha, et aussi du rythme bêta, mais on va se concentrer sur ce rythme alpha, qui diminue en même temps. De la même façon que quand j'avais mes yeux fermés, j'avais du rythme alpha, quand je les ouvrais, ça disparaît, c'est le même concept. Mais il y a une relation entre les deux. Alors le rythme gamma, il y en a plusieurs, et ils ont aussi des composantes cognitives. Donc de nouveau, je vous montre ici une petite expérience qui ne vient pas de chez nous, parce que le rythme gamma, c'est pas notre spécialité expérimentalement, où vous avez ici en bas à droite, en fait, une expérience qui vous montre que si je regarde quelqu'un qui me regarde dans les yeux et qui établit un contact visuel, en fait, quasiment un contact social, eh bien, il y a un certain rythme gamma qui apparaît dans la partie frontale de mon cortex. Si vous faites la même expérience ici, où vous regardez le visage de quelqu'un mais qui me nie complètement, qui ne me regarde pas, eh bien, ce rythme gamma n'apparaît pas. Et donc, c'est potentiellement un rythme gamma qui a une importance pour la perception sociale, puisque c'est important de se regarder dans les yeux pour commencer à établir des relations sociales. Alors je vais passer à la deuxième partie de l'exposé, celle où maintenant je vais tenter d'aller un peu plus en profondeur dans le cerveau et essayer de vous expliquer d'où vient à la fois ce désordre neuronal, ce chaos, et également à la fois d'où viennent ces oscillations, en particulier ces oscillations gamma. Et pour ça, je dois vous parler de nouveau un petit peu de neurones et de neurobiologie élémentaire. Oui, merci. Et je vais revenir sur quelques concepts que Laetitia a déjà un petit peu introduits, mais je vais le faire peut-être de façon un peu plus biologique. Je suis physicien, mais ça fait quand même un certain temps que je travaille dans un laboratoire de neuroimagerie, donc j'ai appris à parler à mes collègues médecins, sans faire rire. Donc, votre cerveau, c'est un tissu biologique, comme tous les tissus biologiques, il est composé de cellules, et certaines de ces cellules génèrent ce signal électrique qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les neurones, qui ont ces formes un petit peu particulières, donc très tentaculaires, avec des sortes de racines, dont le but est vraiment d'aller attraper du signal électrique, de l'intégrer au corps de la cellule, et puis de renvoyer un signal électrique aux autres neurones. C'est vraiment des passeurs de signal électrique. Avec la myéline. Merci.
Alors les neurones, et je me concentre que sur les neurones sont, viennent dans tout un tas de formes et de tailles. Donc les neuroanatomistes vont vous classifier les neurones en termes de différentes formes. Vous avez des neurones pyramidaux, des interneurones stellaires et les autres. Non, je ne connais pas parce que je suis physicien et que j'ai un rythme alpha très lent. Mais nous aujourd'hui on va le faire on va classifier les neurones en deux types et on va simplifier très très fort les choses. Des neurones, et je vais les classifier en termes de la façon dont ils influent les autres neurones. Donc pour répéter, la raison d'être d'un neurone, c'est de générer, on va y arriver, un signal électrique en son corps, de le faire transmettre au travers de son axone et d'aller influer d'autres neurones et peut-être de les faire décharger eux-mêmes. Alors parmi ces neurones, vous avez des neurones dits excitateurs. Ce sont des neurones qui, quand ils déchargent, vont avoir tendance à faire décharger les autres neurones. Et puis vous avez des neurones inhibiteurs qui ont tendance à faire le contraire. Quand ils déchargent, ils vont tenter d'empêcher les autres neurones de décharger. Ces concepts d'excitation-inhibition sont vraiment centrales pour comprendre tout un tas de choses. C'est vraiment la biophysique de base pour comprendre le chaos et les oscillations cérébrales. On va y arriver. Alors comme c'est très important, je vous montre ici une petite simulation très très simple où il va y avoir 3 neurones. Un neurone vert qui va être excitateur et que je vais faire décharger à volonté. Un neurone rouge inhibiteur que je vais faire décharger quand je veux. Et on va regarder la réaction du neurone bleu qui est le neurone cible. Alors on va faire simple, on va lancer le truc et je vous l'explique. Non, ça marche pas. On recommence. Ah, les vidéos. PowerPoint. Écoute, ça marche pas. Très bien. Peut-être si je peux me permettre de sortir du PowerPoint, peut-être pour voir. Ça vous va? Voilà. Faisons comme ça, on reviendra sur le PowerPoint après. Alors c'est pas gagné, on va y arriver. Je vais le laisser finir et je vous explique en espérant voir le truc rouge en dessous. Oui. Alors si vous avez la lumière qui peut baisser. Non. Bon. On va faire comme ça, c'est pas grave. Alors, dans la première partie... Ouais, on abaisse la lumière. Ok. Alors, il y a quand même un truc qui est caché, mais écoutez, tant pis, on va faire comme ça. Donc, au début, j'allume un petit peu mon neurone excitateur ici. Il envoie une décharge, le neurone inhibiteur est silencieux, vous ne le voyez pas, il est caché ici, mais c'est tant pis. Eh bien, le neurone réagit, le neurone cible réagit en augmentant un petit peu son état électrique. Il est un petit peu excité, mais pas assez pour envoyer une décharge électrique lui-même. Parce qu'il doit être assez excité pour envoyer sa propre décharge électrique. Par contre, si j'en envoie 2 d'affilée, eh bien effectivement, mon neurone bleu va réagir en déchargeant lui-même un nouveau signal électrique. Alors ça, c'est une simulation. En réalité, un neurone doit en moyenne recevoir environ 20 excitations pour décharger lui-même. Alors, vous le voyez ici, à un moment donné, je laisse mon neurone excitateur tranquille et j'allume un neurone inhibiteur qui décharge. Alors, vous voyez sa petite pointe ici. Et ce que ça fait, c'est d'abaisser le signal électrique de mon neurone. On le rend moins prompt à décharger. Et le plus intéressant est l'interaction entre les deux. Donc, si j'envoie de nouveau 2 excitations à mon neurone cible, qui devrait faire exciter mon neurone bleu, mais que je le précède par une petite inhibition ici, boum, eh bien, ça va empêcher en fait mon neurone de décharger. L'inhibition, c'est une sorte de contrôle contre l'excitation. Alors, si je retrouve le slideshow, on continue. C'est plutôt pas mal. Alors, la différence entre un vrai cerveau et cette simulation, en gros, c'est le nombre. Il n'y a pas 3 neurones dans votre cerveau, j'espère pour vous. Il y en a plutôt 100 milliards. Il y a environ 1000 fois plus de connexions. Il s'avère que le cerveau et la structure du cerveau évolué avec l'évolution, de sorte à ce que en fait, votre cerveau est dans une sorte d'équilibre ou de balance entre l'excitation et l'inhibition. Un cerveau qui aurait aucune inhibition, qui serait que excité, serait un cerveau qui déchargerait de façon relativement contrôlable et qui serait incapable d'encoder quelque information que ce soit, quelque mémoire que ce soit, quoi que ce soit.
Un neurone qui serait que inhibé serait un cerveau qui ne répondrait à rien. J'enverrais une stimulation visuelle dans mon cortex postérieur. Ça ne répondrait pas, ce serait inhibé. Nous, on est un petit peu entre les deux. Et la conséquence de ça, la simple conséquence de cette observation-là, c'est que des neurones plongés, donc des centaines et des milliers de neurones qui interagissent les uns avec les autres en excitation-inhibition, eh bien, vont commencer à décharger, mais de façon complètement aléatoire, dans un chaos neuronal. Vous avez de nouveau ici un exemple d'un neurone bleu, okay, mais au lieu d'un truc un petit peu lisse, comme vous avez vu avant, vous avez un signal beaucoup plus compliqué, hein, avec un neurone qui décharge, mais de façon relativement irrégulière. Et entre les parties de décharge, vous avez également un signal qui fait un petit peu plein de zigouigouis. Et ce petit zigouigouis très chaotique, très désordonné, très aléatoire, provient du fait qu'un neurone est constamment bombardé par, je ne sais pas combien, mais des milliers d'excitations et d'inhibitions en même temps, qui s'annulent, mais qui donnent des fluctuations très 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 grandes. Donc cette propriété du cerveau, et Laetitia l'a mentionné, sur le fait qu'un cerveau qui est basé sur de l'excitation-inhibition, ce sont des processus très simples, eh bien, qui vont, mais dans un système de grand nombre, va avoir tendance à générer cet état de chaos. Et effectivement, ça a été démontré, c'était un des succès de la biophysique des années 90, de démontrer que effectivement il y a du chaos. Et ils l'ont démontré, quoi. Ils ont fait des trucs avec des calculs d'exposants de Lyapunov et ça marche. J'aime toujours bien dire que c'est globalement très très équivalent ou très très analogue finalement au fait qu'il y ait de l'agitation thermique au niveau moléculaire, les petites molécules qui bougent dans tous les sens. Ce sont des processus très simples. Les molécules ou les atomes, ce sont des petites bouboules de billard ou même des boules des boules élastiques qui rebondissent très très fort. Et des collisions entre des bouboules, c'est pas très compliqué, mais quand vous en avez plein comme au sein d'un môle de matière, bah, ça fait des trucs déjà très compliqués, c'est du chaos. Donc le chaos vient de ça, de cette balance entre excitation et inhibition, ce sont ces périodes de désordre, d'où vient l'oscillation. Là-bas, de nouveau, l'excitation et l'inhibition jouent un rôle fondamental. Comment est-ce que les rythmes cérébraux sont générés? Et il s'avère que c'est en fait associé à une petite sorte de brisure de cet équilibre entre excitation et inhibition, où l'excitation va gagner un tout petit peu. Deuxième grand succès de la biophysique, en fait des années 70, pas des années 90, celle-là. Vous avez ici une sorte de représentation relativement simplifiée, effectivement, des neurones. Vous avez des neurones excitateurs, qui sont ces petites pyramides bleues, des neurones inhibiteurs, ce sont ces machins jaunes ici. Normalement, c'était orange. Et à droite, vous avez un graphe qui va se développer en fonction du temps, qui va vous montrer à quel point l'excitation et l'inhibition gagnent. Quand on sera à 0, c'est la balance excitation-inhibition, chaos. Quand le signal va monter vers le haut, l'excitation va gagner. Quand le signal va aller vers le bas, l'inhibition va gagner. Alors on peut imaginer que ce sont des neurones de la partie postérieure de mon cerveau et que j'envoie un flash lumineux. Ce flash lumineux va exciter des neurones. Le cerveau est fait tel qu'il commence à exciter d'abord des neurones excitateurs. Le cerveau est connecté comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est fait comme ça. Et donc maintenant, on va voir en fonction du temps qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, cette excitation va commencer à se propager au travers des neurones excitateurs et l'excitation va commencer à gagner. Vous avez une déflexion vers le haut. Cette excitation va continuer à se propager au travers du réseau de neurones et atteindre les neurones inhibiteurs, qui va exciter mes neurones inhibiteurs. Et là, les neurones inhibiteurs vont commencer à gagner et à générer cette déflexion vers le bas. À ce point-ci, il n'y a eu que de l'excitation dans mon réseau neuronal, et ça vous génère une sorte de pic vers le haut, comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où vient le timing de ce pic. Et ce timing vient de ce pic, et je simplifie excessivement très fort. Ce timing vient essentiellement du temps nécessaire pour ces excitations, pour se propager dans tout le réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle les délais axonaux, le temps nécessaire pour se propager. Alors on en est là, mais maintenant mes neurones inhibiteurs sont activés. Et donc ils vont commencer leur travail d'inhibition, qui va empêcher les neurones de continuer à décharger. Ça va diminuer l'activité totale de mes neurones, et ça va me faire revenir à une ligne de base vers le zéro, ça va me faire revenir à l'équilibre entre la balance entre excitation et inhibition. Alors le timing prend un peu plus de temps, si vous le remarquez ici, le timing prend un peu plus de temps, pourquoi? Ben pour le comprendre, il faut comprendre ce que c'est que l'inhibition, et il faut aller au niveau moléculaire des synapses. En fait, au corps des neurones, ce petit gif, de nouveau, GIF, je ne sais pas comment on dit, qui vous montre ça. Dans le corps des neurones, vous avez des protéines qu'on appelle des canaux ioniques, qui sont des sortes de petits trous dans les membranes des cellules et qui de base sont fermés et vont s'ouvrir sous la réception d'un signal chimique qu'on appelle des neurotransmetteurs, ici GABA, ces petits machins mauves, qui ouvrent ces canaux et quand ils s'ouvrent, vont laisser passer des ions chlore à l'intérieur du neurone. C'est le processus moléculaire d'inhibition.
Alors capturer des petites biomolécules, puis changer des grosses macromolécules comme ces canaux ioniques et leur faire changer de forme, bah, ça prend du temps, ça prend une bonne vingtaine de millisecondes, et c'est ça qui domine et explique le timing de cette deuxième phase qui est un tout petit peu plus lente. Alors à ce niveau-ci, j'ai presque terminé, à ce niveau-ci, on est de nouveau de retour à la balance excitation-inhibition, mais pas tout à fait, parce que comme j'ai commencé à exciter des neurones excitateurs avec mon flash visuel, eh bien, quand ceux-là sont tous éteints et arrêtent de faire de l'inhibition, il y a encore quelques neurones excitateurs qui s'avèrent être encore actifs et vont pouvoir potentiellement relancer ce cycle d'excitation-inhibition et générer un cycle, ou un autre, souvent de façon atténuée, parce que c'est pas un système complètement stable, mais ça vous crée un rythme transitoire et c'est ça l'origine du rythme gamma. Alors, je ne vous quitte pas sans vous dire ce qui se passe quand ça se passe mal, parce qu'on m'a demandé de vous parler de trucs quand ça se passe mal, c'est-à-dire les maladies. C'est pas mon fort. Une maladie qu'on étudie, en particulier les RAS, mais avec l'EEG et la MEC, c'est l'épilepsie, qui est caractérisée par des décharges électriques relativement intenses, mais très transitoires, dans le cerveau. Et bien qu'il y ait beaucoup d'hypothèses sur d'où ça vient, et que je ne suis pas sûr que ce soit toujours bien compris, globalement, c'est un problème avec l'inhibition. Il n'y a plus d'inhibition dans notre population de neurones, et je vais partir là-dessus comme un modèle très simple. S'il n'y a plus d'inhibition, tout ce cycle d'excitation dont on a parlé s'arrête avant que l'inhibition commence, comme ceci, et ça vous crée un truc qui est une pointe d'efflexion vers le haut, qui en épilepsie est beaucoup plus intense que les oscillations gamma, et c'est ce qu'on appelle une pointe épileptique. Et ici, je vous montre quelques données qui ont été acquises chez nous avec de la magnétoencéphalographie. Vous voyez effectivement ces pointes qui arrivent et qui déchargent. Alors pourquoi est-ce que l'inhibition ne fonctionne plus? De nouveau, pour comprendre ça, typiquement, il faut aller au niveau moléculaire, et il y a plein d'hypothèses, probablement associées au fait qu'il y a plein de pathologies différentes. Et une que j'aime bien, que j'ai apprise récemment, est celle selon laquelle certaines protéines au niveau des neurones, qui sont des protéines qui contrôlent la quantité de chlore dans les neurones, sont altérées et modifient cette distribution de chlore. Et ça fait que chez ces neurones malades, plutôt chez ces synapses malades, on va dire, chez ces neurones malades, les chlores, au lieu de rentrer à l'intérieur, ils sortent. Et ça a fait de vous transformer votre neurone, votre synapse, en un neurone excitateur plutôt qu'inhibiteur. Les gars qui étaient inhibiteurs ici sont devenus excitateurs, il n'y a plus que de l'excitation, en tout cas ça domine. Ça marche. Alors je vais terminer avec une conclusion sur base, avec une petite musique zen. Vous avez vu ce yin et ce yang qui ne se voit pas du tout, il y a un signe yin et yang. Vous n'avez pas encore vu ça du tout. En fait, il y a un super yin et yang, j'ai passé 1h30 à vous faire ça, c'est pas grave. Donc pour conclure, votre cerveau existe dans une balance entre excitation et inhibition. C'est ça qui est à l'origine à la fois du chaos neuronal qui existe en vous et des oscillations cérébrales. C'est pas nécessairement un problème de maladie, ça fonctionne et c'est probablement nécessaire pour le fonctionnement ordinaire. En neurosciences, pour comprendre ces phénomènes, il faut comprendre des phénomènes microscopiques au niveau moléculaire et macroscopiques que sont ces connexions entre neurones. Et on ne peut pas nécessairement les découpler. En physique, on a un découplage entre le microscopique et le macroscopique. En neurosciences, ce n'est pas tout à fait le cas et c'est peut-être une des grandes difficultés qu'on a au niveau théorique. Alors je vais finir avec la composante artistique de cette soirée. Si je parle d'oscillation cérébrale, je parle d'oscillation, vous pensez peut-être musique, et vous ne seriez pas les premiers. Il y a tout... Comment? C'est super, je ne sais pas ce que c'est. Bah voilà, et donc vous avez un autre exemple ici, là de neuroscientifiques relativement sérieux qui ont décidé de faire ça, de trouver des méthodes pour convertir du signal cérébral en musique, et c'est ce que vous entendez maintenant, c'est du signal EEG, de sommeil à ondes lentes. C'est pour ça que c'est plutôt zen, c'est parce que c'est du sommeil, qui est un état en fait où l'inhibition gagne un peu plus que l'excitation pendant le sommeil. Et donc effectivement, apparemment des albums existent, c'est très bien. Donc je vais vous laisser avec ceci et je vous remercie de votre attention. Et en effet, on va arriver dans le domaine de la musique. Après avoir parlé de rythme alpha, de rythme gamma, on va parler de rythmes musicaux
avec le groupe Akamoon. Akamoon, c'est un groupe belge qui a récemment fêté ses 30 ans et c'est un trio qui va vraiment puiser ses racines dans le jazz, mais qui après s'est vraiment nourri de multiples influences. Ils ont vraiment renouvelé le langage du jazz belge et se démarquent par la rencontre avec différentes traditions musicales d'Inde, du Maghreb, des traditions afro-américaines et plein d'autres. Et ils tirent justement leur nom d'une de ces rencontres, de la rencontre initiale avec la musique des Aka, qui a une population d'Afrique centrale aux polyphonies très complexes. Leur travail de Akamoon se base notamment donc sur le rythme et aujourd'hui ils vont parler de leur passion pour ces rythmes complexes, ces rythmes entremêlés, ces rythmes superposés. Ils vont nous introduire la polyrythmie, ils vont nous expliquer ce que c'est. Ils vont nous introduire aussi leur univers compositionnel. Et après leur présentation, on fera une pause, on montera de nouveau à la Galerie des Marbres pour un cocktail, une réception. Et puis ensuite, on reviendra ici en bas pour un concert du trio qui vous aura présenté les polyrythmies dont ils vont parler juste maintenant. Donc ils ont tourné dans différents pays, des dizaines de pays, ils reviennent de Chine. Ils sont 3, donc c'est Fabrizio Cassol au saxophone, Michel Azigeorgiou à la basse électrique et Stéphane Galland à la batterie. Je vous demande de les accueillir. Merci beaucoup. J'espère que Michel va venir. Allô? Voilà. Bien. Waouh. En tout cas, là, ce que moi j'ai vraiment envie, c'est de poser des questions parce que c'est une vague d'informations qui, je sais pas, mes neurones, je sais pas si c'est le chaos pour le moment ou s'il y a de l'ordre dans ma pensée, mais en tout cas, tout ça est super fascinant. Il y a plein de mots qui ont résonné, mémoire, rythme. Qui pour nous vont signifier plein de choses et puis que pour vous ça signifie encore d'autres choses et je sais pas très bien ce qu'on va pouvoir faire, mais peut-être une ou deux expériences, mais je voudrais bien dire dire un peu certaines choses par rapport à la notion de mémoire, parce que en fait nous en tant que musiciens mais pas tous les musiciens. Il y a la mémoire, le fait de se rappeler ou d'oublier, mais il y a aussi il y a d'autres types de mémoires avec lesquels on fait. Je sais pas même toujours très bien ce qu'on fait avec ces mémoires, mais c'est des mémoires qui existent et qui agissent. Et en tout cas, je vais dire une petite chose, c'est que pour nous, souvent la mémoire, et en tout cas, c'est toujours difficile de dire nous, donc je vais parfois dire je pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac parce que chacun a des visions complètement différentes. On a forcément les mémoires qui ont à voir avec le passé. Il y a les mémoires qui ont à voir avec le présent. Ça, c'est les mémoires qu'on active en fait pendant qu'on est en train de créer de la mémoire ici. Et puis il y a les mémoires qui ont à voir avec le futur. Les mémoires qui ont à voir avec le futur, c'est un phénomène qui est très très particulier dans le monde de la musique, en tout cas. Et évidemment, on peut dire, oui, mais peut-être qu'il y a du visionnaire. Donc, si on est visionnaire, est-ce qu'on est visité? Ça, c'est super important parce que la relation avec la mémoire, elle a à voir avec notre capacité personnelle à faire des choses. Mais dans cette capacité personnelle à faire des choses et à régler des choses, il y a une autre capacité, c'est celle d'être habité ou de se laisser s'habiter. Et c'est une chose qui est aussi... je vais peut-être, à mon avis, ce que je dois dire doit être tout à fait chaotique, mais je vais suivre le processus et on verra bien où ça nous mène, avec le temps qu'on a. Il y a plusieurs façons d'être habité en musique. Nous avons... le groupe s'appelle Akamoon, A-K-A Moon, M-O-O-N, Moon, la lune. Hein, Aka, parce que Aka, c'est un peuple. C'est un peuple de pygmées. Les pygmées, je pense que vous savez qui sont les pygmées. C'est une population en Afrique, principalement dans l'Afrique centrale, mais il y en a aussi un peu dans l'Afrique du Sud, etc., avec les Bushmen. C'est une variation. Donc, notre groupe a commencé chez les pygmées d'Afrique centrale. Et quand on est rentré de ce voyage dans la forêt, nous avons décidé enfin, on l'avait décidé un peu avant en fait, donc la mémoire
pendant, avant, après, c'est pas très bien quoi, mais en tout cas, il a fallu quelque part cette force collective-là que nous avons reçue des Pygmées pour pouvoir entreprendre tout un travail. Dans ce travail, la première chose par rapport au désordre, c'est que ça a foutu en l'air, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, toute notion de certitude qu'on aurait pu avoir dans la musique ou dans la vie ou dans le mode de vie occidental auparavant, et donc il fallait complètement redéfinir les choses, en tout cas se laisser ouvert pour ce qu'on ne pouvait pas connaître et on ne connaissait pas. Et donc, à partir de là, on a fait toutes sortes d'autres voyages, beaucoup. Et pour ma part, c'est vraiment une intensité très forte pour vivre avec les gens de différentes cultures et pour voir, je reviens avec la mémoire, comment ils sont traversés, par quoi ils sont traversés et pourquoi ils sont traversés. C'est-à-dire, à partir de quand on joue, il y a une partie des choses que l'on fait parce qu'on les a étudiées, parce qu'on les a travaillées, parce qu'on les a pratiquées, mais au moment où on est en concert, il y a toute une série de choses, et la plus grande partie des choses, en fait, on ne l'a jamais étudié. Donc, en fait, on doit pratiquer pour apprendre à jouer sur scène quelque chose qu'en fait, on ne sait pas faire. Et cette chose-là, elle est toujours mystérieuse. On ne sait pas. On ne sait pas. Et personnellement, je ne saurais jamais. Je réécoute, j'analyse. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais pour pouvoir déclencher ce phénomène-là, il faut quand même activer toutes sortes de paramètres. J'espère que Michel va venir. Michel Hatzi, je voudrais bien qu'il soit là, parce que peut-être on peut faire une petite expérience. Dans la notion de mémoire, il y a donc quelque chose qui est... qu'est-ce que c'est? On fait de la musique avec du son, on fait de la musique avec du rythme, et on a des langages. Des langages qu'on peut recevoir depuis des modes, enfin des structures de langage ancestrales, et puis des structures de langage qui sont plus ou moins modernes, et chaque endroit du monde a sa façon de structurer son propre langage. Quelle est la raison pour laquelle, depuis le début de l'histoire d'humanité, on a plein de veines différentes et de langages différents qui existent? C'est parce que, peut-être que des gens vont pas être d'accord ici et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça, et je comprends que des mots peuvent être un peu parfois troublants dans cette période-ci aussi de l'humanité qui est extrêmement intense au niveau de tout ce qui s'y passe, socialement, politiquement, etc., etc. Mais en musique, en tout cas, dans le son, on peut le voir, on peut l'entendre et on peut le consulter. C'est le fait que il y a des sons. C'est un peu comme la cuisine, c'est-à-dire les sons mettent les âmes qui ont le même genre d'identité ensemble. On peut avoir des rythmes qui sont, c'est-à-dire qui ont à voir avec ce que moi j'appelle les âmes groupes. Quand je suis rentré des Pygmées, il y a une chose, ça a été pour moi un déclic, et c'est ce qui m'a animé dans tout mon travail dans plus de 30 ans, c'est que j'ai compris qu'il y avait dans les âmes groupes, il y avait des âmes étranges, qui n'étaient pas exactement comme toutes les autres âmes groupes. Alors, je me suis fait mon petit lexique personnel et j'ai commencé à appeler ces âmes les âmes cosmiques. Donc, les âmes cosmiques sont des âmes, en fait, qui comprennent tout de leur groupe, qui ont tout compris de leur groupe, mais il y a quelque chose en elles qui font qu'elles sont prêtes à aller vers d'autres groupes et on ne sait pas très bien ce qui se passe. Par exemple, musicalement, elles sont capables là-dessus, comme ça, de comprendre des structures de langage qui sont pas du tout en connexion avec ce que normalement elles devraient pouvoir savoir faire suivant un endroit ou l'autre de la planète. Après, il y a eu tout un travail par rapport à ça, et brièvement, par exemple, en Inde, l'Inde c'est complexe, hein, on dit l'Inde, c'est les Indes, et encore, bon voilà, on doit. J'ai compris ici qu'on aime bien simplifier pour exprimer, donc je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Donc l'Inde, les Indes ont une structure de musique et de langage qui est très lyrique et qui est très sur la longueur, c'est-à-dire on a des structures rythmiques qui, en fait, avant de se répéter, ce sont des cycles très longs. Je pense qu'à ma connaissance, le cycle le plus long rythmique en Inde, qui existe, même si je l'ai jamais entendu, mais c'est le maître Umayalpuram Shivaraman du sud de l'Inde qui m'en a parlé. C'est-à-dire qu'on fait ça, celui-là, il est un peu, hein, quand on fait ça, il y a du sang là. Le temps que le sang fasse tout le tour du corps et revienne au même endroit, c'est la deuxième mesure.
Donc vous voyez que ça c'est une mesure, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Là on commence à être on commence à entretenir des relations, si on veut, de la mémoire avec des choses qui sont, voilà, le titre c'est chaos, ordre et au-delà. Donc c'est l'au-delà, c'est cet au-delà là qui est pour nous musiciens ou artistes probablement la chose la plus fascinante. Si on a maintenant, si on prend l'Afrique, ok, de nouveau on simplifie, il y a beaucoup de choses en Afrique, de tous les côtés, il n'y a pas besoin de vous expliquer, mais dans la grande partie de l'Afrique, il y a des phénomènes qui se passent musical, c'est que les rythmes ne sont pas aussi longs qu'en Inde, ils sont beaucoup plus courts, mais par contre ils se superposent. Et donc, on a un rythme, plus un rythme, plus un rythme, plus un rythme. Et tout ça, ça fait une superposition, ça fait une couche, ça se répète. Et en fait, à quoi ça sert? Parce qu'en fait, chaque rythme, chaque musique, elle sert à quelque chose. Et ça, de nouveau, j'aime beaucoup. Merci pour les transitions avec le son. Et merci pour la transition. Enfin bon, il y a toute une... comment dire, avec les inconnus de ce qui se passe un peu quand il y a l'épilepsie, par exemple. Le fait de superposer les couches les unes sur les autres peut provoquer des états vibratoires. La musique, nous, on est dans les états vibratoires. On augmente l'état vibratoire, on augmente l'état vibratoire, on augmente l'état vibratoire. Ce qui fait qu'à un moment, on pourrait dire que la relation avec le son et la mémoire est de l'ordre de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pratique des choses, même si on les joue, même si on les a pas apprises. C'est-à-dire que dans cet état vibratoire, à un moment, on va accéder à une mémoire. Et cette mémoire dans laquelle on accède, elle est étrange, puisque on arrive à un moment où la mémoire, c'est comme un son primordial, en fait, qui est commun à tout le monde. On a un endroit du son où il n'y a pas encore de temps. Le temps, c'est quelque chose qui vient plus tard. La mémoire, c'est ce que j'appelle le grand livre invisible de l'oralité, celui des écritures immatérielles. Il y a une accumulation dans la mémoire, et cette mémoire, elle est là, on la consulte, et on crée un système d'attraction, et ce système d'attraction, c'est peut-être notre pratique musicale, etc., On crée une attraction, ce qui fait que cette mémoire, elle est quelque part, elle s'agite d'une certaine façon, elle rentre en rythme, et le rythme commence à demander une organisation, et cette organisation commence à être une organisation de langage, et la raison pour laquelle elle se matérialise de plus en plus pour devenir un son concret que les gens jouent, ce sont les cultures, les raisons pour lesquelles on fait de la musique. On fait de la musique pour cette cérémonie, pour une autre cérémonie, pour une autre cérémonie, pour les ancêtres, pour la relation du temps présent, pour fêter quelque chose, etc., etc. Je crois que c'est dans ce grand jeu de vibrations que des musiciens rentrent là-dedans. Alors, comment on rentre là-dedans? Alors, ça peut être effrayant. Il y a beaucoup de musiciens qui n'osent pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent la musique, ils jouent des choses, ils jouent ce qu'on leur a appris. Et ils utilisent des choses qui ont des noms, et ils manipulent des choses qui ont des noms, et puis ils font de la musique avec des choses qui ont des noms, et ça fait des grands champs d'expression. Et puis il y a d'autres façons de rentrer dans cette musique, c'est de rentrer dans quelque chose dont on ne sait absolument pas ce qui se passe. On ne sait absolument pas ce qui va se passer comme vibration, et donc, voilà, merci Michel, parce que je vais... Parce que tu me fais parler, j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il vient? Donc vous voyez la mémoire du passé, du présent et du futur, elle était en action là, complètement. Pourquoi? C'est parce que je voudrais bien juste faire quelques petites expériences, ce sera plus simple. Je voudrais en faire 2 ou 3. Parce que je vais pas pouvoir développer plus longtemps ce que je suis en train de dire, mais je pense que le secret de beaucoup de choses, et le secret nous avons une petite conversation tout à l'heure, un des secrets dans le j'ai envie de dire, dans le fait de combiner des différentes cultures qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, c'est comment on est capable de rentrer dans la cartographie des taux vibratoires de chacun. Si on reste dans une catégorie, un contact, si on veut, culturel qui est de l'ordre juste du langage et qu'on ne rentre pas dans les taux vibratoires qui augmentent pour chacun de ces langages, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas, pourquoi est-ce que on fait un son ce son vibre, à un moment il crée un appel et l'appel se met en contact avec des mémoires, d'abord les mémoires des peuples et ensuite des mémoires qui sont au-delà des peuples.
Et pour chaque peuple, c'est comme ça que ça se passe. Si on est juste au niveau de manipuler des éléments musicaux et qu'on augmente le taux de vibration juste là, on ne va pas accéder à la raison pour laquelle chacun de ces peuples a ses propres clés pour augmenter le taux vibratoire. Et donc, on va encore moins accéder à cet endroit gigantesque où le son est primordial. Est-ce que ça a un sens, ce que je dis? C'est vrai? Parce que je l'ai jamais préparé. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire juste avec tout le temps qu'on a une petite expérience, c'est de parler de la relativité. Donc la relativité, parce que j'aime bien avec l'histoire de la relativité, c'est que par rapport à ce qui est dit, c'est qu'une petite formule toute simple et en fait ça cache beaucoup de choses. Et je vais prendre mon saxophone, je vais vous demander deux choses si vous voulez bien, mais on essaye, hein. Tout ça, tout doux. Et puis après, je vais demander à Stéphane de faire une petite expérience avec vous. Je dois prendre mon saxophone. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre d'abord, on peut faire les idées. On va jouer très, pas fort. Et alors, vous allez voir que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'on va faire, hein. Mais enfin, c'est plus ou moins, mais je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. Bon, puisque je l'aurais jamais de parler comme ça. Je voudrais bien qu'on joue un morceau, et le morceau, on va le jouer d'abord médium, voilà. Je sais pas ce qui se passe au niveau des neurones à ce niveau-là, mais je vais leur demander, je vais déclencher. On aime bien jouer avec les tempi. On aime bien jouer très lent, très rapidement et se surprendre à n'importe quel moment. Parfois on le prévoit, parfois on ne le prévoit pas. Mais en tout cas, on ne sait jamais très bien où ça va aller. Je vais provoquer une accélération jusqu'à, j'espère, l'hyperaccélération. C'est-à-dire, je vais leur demander d'aller à la limite du chaos. C'est-à-dire le moment où ça va aller tellement vite que, humainement parlant, c'est normalement, il y a une limite aussi, ça va être presque impossible. Mais moi je vais jouer dessus, et je vais vous proposer d'observer une chose qui n'est pas ce qu'on va jouer, mais c'est qu'est-ce qui pourrait se passer dans notre cerveau. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je vais devoir faire dans mon cerveau. Plus ça va vite, plus je vais devoir ralentir mon temps intérieur. C'est-à-dire que si je garde le temps, par exemple, celui d'une minute est une minute, une seconde est une seconde, je vais jamais y arriver. Si je me laisse prendre dans l'accélération du temps, ou on se laisse prendre dans l'accélération du temps, on est entraîné dans le chaos. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à l'intérieur? C'est la première chose, c'est ralentir le temps intérieur. Donc, pourquoi? Imaginez que quand on joue, si je vais faire une phrase très rapide, et vous allez en entendre des très rapides, enfin je crois, on verra bien, et vous allez entendre très rapidement, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il fait ça, je fais ça, il fait ça, ah non il fait ça, alors je vais faire ça. Ok, d'accord, tu fais ça, alors moi je vais faire ça, d'accord? Ça, si vous l'enregistrez en son, vous écoutez, ça va faire bleu. Donc, pour pouvoir avoir cette chose à l'intérieur, on doit ralentir le temps intérieur. La première chose de la relativité qu'on va faire maintenant. Enfin, on essaye.
Donc ça, c'est un exemple. Il faut ralentir son temps intérieur. Maintenant, on va prendre un autre exemple et je vais demander à Stéphane d'accumuler toutes sortes de choses. On va prendre un rythme très simple. On va le jouer hyper en ordre. Et si vous voulez bien, vous allez tout doucement créer une accumulation de choses, changer l'état vibratoire pour que, d'une part, du côté de Stéphane, il y a une indépendance qui est en train de se créer entre tous ses membres, et en même temps, commencer à ce que, entre une chose qui soit, disons, totalement ordonnée et une chose qui soit probablement totalement chaotique, il y a une zone de vibration entre qui va commencer à vous allez comprendre tout de suite, c'est-à-dire, pour moi, la chose peut-être la plus importante dans le monde de l'art, c'est de cet au-delà, c'est-à-dire être dans cette zone du milieu où on ne sait pas trop bien ce qui se passe, ce grand écart-là. C'est un grand écart qui peut être aussi social, qui peut être aussi humain, qui peut être aussi politique, qui peut être aussi de genre, qui peut être aussi de vibration, peu importe ce qui se passe entre une chose et l'autre, comment ça peut se passer. Donc, on fait cette expérience-là. Merci beaucoup. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, il y a c'est une structure, elle est là comme ça, elle est toujours la même, qui se répète, mais pourtant au-dessus, il y a le taux vibratoire n'arrête pas de changer, c'est des polyrythmes, des rythmes qui se superposent, et Michel parfois en introduit, et Stéphane en accumule.
Donc parfois un pied va dans une vitesse, divise le temps d'une façon, une main divise d'une autre façon, la même main divise d'une façon. En fait, c'est un peu, si vous voyez une horloge, les vieilles horloges, comme il y avait à l'époque, les grosses horloges, en fait comme les montres. Vous voyez juste le temps. En fait, vous retournez l'horloge, vous regardez ce qu'il y a derrière et vous voyez que ça fait... C'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors pour ce qui est entre... J'ai une minute, c'est possible. Voilà. Pour ce qui est entre, je veux dire encore une chose qui est importante, c'est le fait de et c'est une chose qui est à la fois, comment j'ai envie de dire, qui est à la fois esthétique, qui est à la fois émotionnelle et qui est à la fois aussi politique d'une certaine façon. C'est les hauteurs de son. C'est-à-dire que normalement, ici, on est dans le monde occidental, donc majoritairement. Les choses sont mises dans un système qu'on appelle le système tempéré. C'est-à-dire, en gros, si on peut simplifier, c'est ce qu'il y a, vous voyez le piano, hein, il y a toutes des touches blanches, noires, etc. On a stratifié ce son, on l'a mis suivant des codes, et ces codes, en fait, répondent à des logiques. Et normalement, la logique, c'est que quand de do à do, en fait, c'est à peu près la même chose divisé par 2, et puis de do à do, etc., et que c'est divisé par 12. À l'intérieur de ça, bien sûr, quand un violoniste joue, il va pas jouer exactement les notes, même s'il joue avec un pianiste, il va commencer à bouger, etc. Mais en gros, le système est ce qu'on appelle le système tempéré. Le système tempéré est arrivé à un moment dans l'histoire de la musique, qui était en fait, c'était aussi lié avec, évidemment, il y avait l'Église était aussi quelque part là-dedans, parce que on avait tous des endroits, si on veut, il y a l'Église et la recherche et la science et la spiritualité qui sont quelque part, enfin une politique de la spiritualité. En Europe, il y avait, ou dans le monde, il y avait chaque endroit en fait avait sa vibration. On peut même, en Europe, si on prend en Belgique, il y avait un village qui avait une vibration, un autre village qui avait une autre vibration. Il fallait faire juste quelques kilomètres. Et encore aujourd'hui, si on observe ce qui se passe, la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui dans certaines régions du monde. Par exemple, les gamelans en Indonésie, ils sont accordés. C'est des instruments qui sont accordés différemment parce que chaque entité accorde son instrument parce que cette vibration correspond en fait à son lien, qui est en fait souvent un lien sanguin. Donc il y a etc. Mais c'est des liens communautaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a quand même encore beaucoup, on a des grandes différences à partir du moment où on sort du concept occidental. C'est celui, par exemple, la musique arabe. La musique arabe, il y a des hauteurs qui ne sont pas jouables au piano. On peut avoir dans certaines régions africaines des sons qui ne sont pas jouables au piano. Pardon? Sauf au synthé avec Omar Souleyman, le Syrien. Oui, mais ça c'est, il utilise des outils, mais il n'utilise pas. Enfin bon, voilà. Maintenant, il y a l'électronique, il y a les choses, etc. Et en effet, il y a des musiciens qui cherchent des solutions. D'ailleurs, c'est là-dessus où je vais en venir. Merci de me tendre la perche, comme ça je ne m'égare pas. Mais on a quand même évidemment toutes sortes de gens qui cherchent aujourd'hui continuellement des solutions. Et donc ces solutions, c'est quoi? C'est de pouvoir trouver toutes les hauteurs qui en fait ne sont pas seulement dans le piano et le tempéré. Et donc, par exemple, je vais prendre l'histoire, je vais reprendre un peu comme à la musique arabe. Ils ont des modes, enfin des réservoirs de notes, j'ai envie de dire ça, qui pour simplifier, qui s'appellent makam. Et le nom makam, que ça veut dire, c'est le lieu. En fait, makam, si on sait qu'il y a une note un peu plus basse, on sait que c'est là, plus proche du Maroc. Ça peut être très précis. Si une note est un peu plus haute, on va aller plus du côté de l'Iran, de l'Irak, etc. Et si cette note, elle était exactement là, on sait que ça va être à Istanbul. Et si cette note, elle est un peu là, on sait qu'on va se retrouver à cet endroit du monde. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, on a des instruments, et il faut trouver un peu des solutions par rapport à ça. Et je voudrais juste vous faire entendre ça un tout petit peu. Mais je vais juste une seconde, c'est tout simple. Si on prend, vous allez voir qu'il y a plein, enfin, j'espère, j'en sais rien, je sais pas comment vous allez réagir. Si on prend, par exemple, tout le monde connaît. Hein. Donc, normalement, là, ici, je prends si je prends le piano, c'est ça, le piano ne fait que ça, il n'y a rien d'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous entendez qu'il y a plus de notes? Oui.
toutes ces hauteurs-là, on peut, en fait, ici, c'est tout ça parce que je divise encore par deux. Donc, c'est-à-dire, entre les demi-tons du piano, je divise en deux. Mais on peut encore diviser un peu plus. On peut encore diviser plus. On peut encore diviser plus. Et ça, c'est les vibrations qui correspondent à toutes les entités que nous avons sur la planète et qui sont aussi le champ entre d'exploration. Voilà. Un grand merci. Merci à vous tous d'avoir résisté jusqu'ici avec toutes ces oscillations et ces vibrations. Je vous propose d'aller partager un petit cocktail dînatoire à la Galerie de Marbre, éventuellement de discuter avec les orateurs et les musiciens, et on se retrouve ici à 21h. Merci.